Dans cette troisième vidéo, nous allons voir comment le relief influence le fonctionnement des cours d'eau et en retour comment ceux-ci façonnent les vallées. Pour représenter graphiquement la topographie d'un cours d'eau, on dessine un diagramme appelé profil en long qui représente l'altitude du cours d'eau en fonction de sa longueur. Vous voyez ici l'exemple du profil en long du Nil. Comme vous le voyez, le profil en long est généralement concave. Près de la source, on trouve des pentes fortes. Dans le cas du Nil, ce sont les monts Rwenzori, en Ouganda. La pente s'adoucit ensuite jusqu'à l'exutoire. L'exutoire définit l'altitude minimale du cours d'eau. C'est le niveau de base. En l'occurrence, ici, le delta du Nil, qui se jette en mer Méditerranée. Pour chaque cours d'eau, on définit un profil d'équilibre. C'est un profil en long théorique reliant sa source au niveau de base, qui est atteint lorsque la vitesse du courant est trop faible pour éroder le lit fluvial, mais trop importante pour déposer des alluvions. Donc, si le cours d'eau présentait ce profil théorique, son profil en long n'évoluerait pas, il conserverait son altitude en tout point du lit fluvial, puisqu'il n'y aurait ni érosion ni accumulation de sédiments. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que les parties du profil en long réel, qui sont situées au-dessus du profil d'équilibre, ont une pente plus élevée que sur le profil d'équilibre. Donc, elles ont une vitesse d'écoulement plus élevée. Et donc, le cours d'eau va y inciser le lit fluvial et ainsi descendre jusqu'à rejoindre le profil d'équilibre. Inversement, les parties du profil en long réel, qui sont situées en dessous du profil d'équilibre, ont une pente plus douce que sur le profil d'équilibre. Donc, elles ont une vitesse d'écoulement plus faible. Et donc, le cours d'eau va y accumuler des alluvions et ainsi s'élever jusqu'à rejoindre le profil d'équilibre. C'est donc le profil d'équilibre qui explique pourquoi certaines parties du cours d'eau incisent le lit rocheux et d'autres accumulent des alluvions. En pratique, le profil en long est modifié au cours du temps, indépendamment de l'action fluviale, sous l'effet des soulèvements et des affaissements tectoniques du relief. Donc, le profil d'équilibre n'est jamais atteint, et il y a donc toujours dans le cours d'eau des parties érosives et des parties alluvionnantes. La pente est donc le paramètre qui détermine en première approche le fonctionnement du cours d'eau, puisqu'en fonction de sa position sur le profil en long, elle détermine à long terme l'érosion ou l'alluvionnement de lit fluvial. Elle détermine également la nature des alluvions qu'on retrouve dans le lit fluvial. En effet, plus la pente est forte, plus la vitesse d'écoulement est élevée, et donc plus les alluvions déposées dans le lit fluvial sont grossiers. Et inversement, plus la pente est douce, plus la vitesse d'écoulement est faible, et donc plus les alluvions déposées dans le lit fluvial sont fins. C'est pourquoi, à l'échelle du profil en long, les alluvions situées les plus en amont sont principalement constituées de blocs et de galets, et les alluvions situées les plus en aval, de gravier et de sable. Par conséquent, on peut dresser une classification simple des cours d'eau, basée sur leur pente. Les cours d'eau présentant des pentes supérieures à 6% sont appelés torrents. Ils assurent les transferts entre un bassin de réception situé en haute altitude, alimenté par les ravines, et la vallée. En raison de la petite surface du bassin versant, le débit est très irrégulier. Le lit torrentiel est directement au contact des versants, donc il reçoit des sédiments très grossiers en provenance de l'érosion des versants. Comme la pente est forte, la vitesse d'écoulement est élevée et donc la charge de fond est très importante et les alluvions sont très grossiers. Ce sont principalement des blocs et des gros galets. Lorsque le torrent débouche dans la vallée, que se passe-t-il d'après vous? Eh bien la pente diminue brutalement. Et donc qu'est-ce que cela implique? Cela implique que le courant ralentit tout aussi brutalement. Et donc, que se passe-t-il si la vitesse du courant diminue? Vous avez compris, toute une gamme de particules qui étaient en transport vont s'immobiliser sur le fond. Donc, au débouché dans la vallée, le torrent dépose brutalement une grande partie de sa charge de fond. L'accumulation des sédiments génère une forme de dépôt appelée cône de déjection ou cône alluvial. Vous voyez sur cet exemple en Suisse deux grands cônes de déjection au sortir de deux torrents. Voici un torrent jurassien. Comme vous le voyez, le lit torrentiel est principalement composé de blocs, polis par l'écoulement, les sédiments les plus fins étant transférés à la vallée. À droite, un bel exemple de cône sur Mars, évoquant des cônes de déjection. Et voici le petit cône de déjection du Rio Ascencio, au débouché du massif du Paine, en Patagonie.
Le torrent arrive de la gauche et serpente ensuite à travers le cône de déjection jusqu'à rejoindre la vallée, à droite. Vous pouvez voir que le cône est constitué d'alluvions grossiers, essentiellement des galets. Les cours d'eau présentant des pentes comprises entre 1,5 et 6% sont appelés rivières torrentielles. Elles déposent des alluvions de taille intermédiaire, des graviers aux galets. Ici, vous voyez l'exemple du Rio Ascencio, à la sortie de son cône de déjection, que nous venons de voir, qui prend une pente de 3%. Enfin, les cours d'eau présentant des pentes inférieures à 1,5% sont appelés rivières. Dans le cas des cours d'eau de faible débit, inférieurs à 2 mètres cubes par seconde, on parle de ruisseau. Si le cours d'eau se jette dans l'océan, on parle de fleuve. En raison des faibles pentes, les vitesses d'écoulement sont faibles et donc les alluvions sont relativement fins, allant essentiellement des limons aux graviers. Voici la Loire, le plus beau et le plus long fleuve de France, avec 1006 km d'écoulement entre sa source, au mont Gerbier de Jonc, et son estuaire, à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Et chez nous, en Seine-Maritime, nous avons l'honneur d'héberger le plus petit fleuve de France, la Veule, qui ne mesure que 1150 mètres, et s'écoule à Veules-les-Roses, sur la côte d'Albâtre. C'est également un très joli cours d'eau, jalonné de cressonnières et de ruines de moulins. Quel que soit le type de cours d'eau, il arrive que le lit présente des ruptures de pente ponctuelles convexes. C'est ce qu'on appelle les nick points. Ils sont généralement dus à un facteur structural ou lithologique, par exemple le passage d'une strate géologique résistante à une strate plus tendre. Que se passe-t-il d'après vous lorsque le courant franchit une rupture de pente convexe? Eh bien la pente augmente, donc le courant accélère. Donc, à l'endroit où il accélère, c'est-à-dire le rebord du nick point, le taux d'érosion augmente, et donc, au fil du temps, le nick point recule vers l'amont. C'est ce qu'on appelle l'érosion régressive. Si le nick point est franchi sans écoulement aérien, il génère des rapides. C'est le cas par exemple sur le Nil que nous avons vu il y a un instant, des célèbres cataractes, ou sur cette photo en haut, des rapides du Rio Serrano en Patagonie. Si le nick point est suffisamment haut, il peut générer un écoulement aérien appelé cascade, comme sur cet exemple en bas, la cascade d'Espellinger, dans les Pyrénées-Atlantiques. Voici un autre exemple de cascade sur une rivière, le Saut du Doubs, haut de 27 mètres. Et voici un exemple de cascade au débouché d'un torrent qui se jette dans le fjord Ultima Esperanza en Patagonie. L'incision du lit fluvial par les rivières façonne les talwegs pour former des vallées fluviales. Nous allons à présent nous intéresser à la morphologie de ces vallées. Celle-ci dépend en première approche du bilan, érosion versus alluvionnement. Les différents types de vallées sont donc distribués sur le profil en long, comme vous l'indique ce schéma. Nous allons voir que la structure du substrat géologique joue également un rôle dans le façonnement des vallées. Lorsque la rivière incise le substrat rocheux, elle met à nu les versants du relief, au fur et à mesure que le lit fluvial s'abaisse. Si l'érosion des versants est aussi rapide que l'érosion fluviale, la vallée présente une section transversale en forme de V, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. On l'appelle donc vallée en V. Il arrive que l'érosion des versants soit ralentie, par exemple par un climat aride ou par la résistance du substrat rocheux. Dans ce cas, l'abaissement du lit fluvial, sous l'effet de l'érosion, produit une vallée encaissée où le lit est délimité par des escarpements. Elle prend le nom de gorge, parfois appelée canyon, principalement dans le Nouveau Monde. Voici un exemple dans la vallée du Tage, en Estrémadure. Ici, vous pouvez voir une très belle gorge profonde, incisée par le Tarn, en Lozère, dans le massif des Grands Causses. Comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, je suis un grand amateur du Seigneur des Anneaux, et il se trouve que l'adaptation cinématographique nous offre un très bel exemple de gorge dans la scène de la descente du fleuve Anduin à travers l'Argonate. Si le lit fluvial accumule des alluvions, le fond de la vallée s'aplanit et la vallée devient une vallée à fond plat. Le fond de la vallée est alors formé par des alluvions et appelé plaine alluviale. La plaine alluviale est divisée en 3 lits. Le plus étroit est le lit mineur. C'est le lit qui est occupé par le cours d'eau en période d'étiage. Les surfaces émergées de la plaine alluviale, de part et d'autre du lit mineur, sont appelées rives. Elles sont séparées du lit mineur par des talus appelés berges. La bande active, parfois appelée lit moyen, est le lit à l'intérieur duquel évolue le lit mineur.
il est émergé en période d'étiage et remanié lors des crues. Enfin, la plaine d'inondation, ou lit majeur, est le lit maximal occupé par le cours d'eau en période de crue. Quand les crues sont suffisamment fortes, elles débordent donc sur la plaine d'inondation, ce qui évidemment n'est pas toujours du goût des habitants qui s'y trouvent, comme ici lors de la crue de Lille en Alsace en 2018. Vous distinguez sur ces photos aériennes, outre le village inondé, le lit mineur et la plaine d'inondation de Lille. Lorsque le cours d'eau déborde du lit mineur, la surface d'écoulement augmente. Donc, l'écoulement dans la plaine d'inondation est ralenti. Et que se passe-t-il lorsque le courant ralentit? Eh bien, il commence à déposer sa charge solide. Et en pleine inondation, la vitesse est tellement faible qu'elle permet au cours d'eau de déposer sa charge en suspension, c'est-à-dire les limons et les argiles. C'est ce qui confère aux plaines d'inondation leur fertilité. Comme quoi les inondations ont également un côté bénéfique. La plaine alluviale est donc composée des alluvions du lit mineur, relativement grossiers, et des alluvions de la plaine d'inondation, plus fins. Si le niveau de base du cours d'eau s'abaisse, le lit fluvial va également s'abaisser afin de se rapprocher du profil d'équilibre. Le cours d'eau va donc inciser la plaine alluviale. Ce faisant, il la met en relief et forme ainsi une surface plane, subhorizontale, appelée terrasse, suspendue au-dessus de la plaine alluviale active et délimitée par des talus appelés rebords de terrasse. Les terrasses sont dites emboîtées si elles sont uniquement taillées dans les alluvions et étagées si l'infusion fluviale met à nu le substrat rocheux. La formation des terrasses nécessite donc 3 étapes. D'abord, le façonnement d'une vallée en V par l'incision du substrat rocheux. Ensuite, le remblaiement du fond de vallée par les alluvions, formant ainsi une vallée à fond plat. Et enfin, l'incision de la plaine alluviale. Chaque terrasse témoigne donc d'une phase d'abaissement du lit fluvial. Donc d'après vous, où se situent les terrasses les plus anciennes et les terrasses les plus récentes? Vous l'aurez compris, les terrasses les plus anciennes se situent en surplomb et les terrasses les plus récentes en contrebas.